Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci vivement de cet accueil, Zeynep, et merci au Forum de m'avoir invité pour ce cycle. Je ne sais pas si on va beaucoup résister dans ce cours, mais j'espère en tout cas que vous allez beaucoup apprendre sur le fonctionnement des systèmes techniques et de ce qu'ils nous font, de leur impact social, comme j'aime à dire. L'idée de ce cours, c'était de se dire, on va essayer ensemble, on va aller explorer quelques systèmes en fait, comme un spéléologue. Je vais vous faire descendre dans quelques systèmes techniques pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce qu'assez souvent, face aux systèmes techniques, numériques, logiciels, algorithmiques, d'intelligence artificielle, on ne sait pas toujours très bien comment ça fonctionne. Souvent, quand on demande des explications, on reçoit des explications extrêmement techniques et très compliquées dans lesquelles la plupart des gens ne comprennent rien. Moi non plus. Donc, je vais essayer de vous montrer, en regardant quelques systèmes, vous allez essayer, j'espère que vous allez mieux comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on mesure très mal, c'est qu'on a l'impression que les choses n'ont pas changé, en fait, depuis 20-30 ans. Quand on fait une demande à la CAF, il faut toujours remplir un formulaire et pour avoir droit à ses droits. La même chose pour France Travail. On a l'impression que le monde n'a pas changé. Mais en fait, derrière ces systèmes, en fait, derrière ces demandes, derrière ce monde qui semble être resté le même, les choses ont considérablement évolué. Désormais, en fait, quand vous remplissez une demande de droit au chômage, vous êtes confronté à des systèmes numériques qui vont pouvoir faire bien d'autres choses que seulement, en fait, répondre à votre demande, en fait. Ces systèmes ont colonisé un petit peu ce qui se passe autour de nous et permettent des agencements nouveaux, et c'est eux sur lesquels qu'on va essayer de regarder ensemble. J'ai beaucoup cherché quelque chose de très simple pour essayer d'expliquer le hiatus qui se passe entre cette numérisation de la société et nous, en tant qu'individus. Et j'ai récemment trouvé ceci. Alors, vous ne savez pas ce que c'est, mais je vais vous le montrer. C'est un système qui vient d'apparaître il y a assez peu, de scan de véhicules pour la location. Une petite vidéo qui n'a aucun intérêt, mais qui explique en fait ce que c'est. Donc vous comprenez assez vite. Quand vous prenez une voiture de location, jusqu'à présent, quand vous devez la rendre, il y a quelqu'un qui regarde, est-ce qu'il y a eu un défaut, est-ce qu'il y a eu un POC ou quoi que ce soit. Désormais, grâce à cette société, ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire que la voiture arrive dans un espace où elle est scannée, photographiée, du moment que vous la rendez, et donc on la regarde sur toutes les coutures, et on compare l'image post-location à l'image qu'ils avaient avant la location. Donc on est capable de déterminer, par une comparaison d'images via de l'intelligence artificielle, exactement là où il y a eu une différence entre deux images. Voilà, c'est ça le calcul. Vraiment, on va comparer une photo à une autre et on va pouvoir déterminer les différences. Alors, bien évidemment, les différences, ce sont des choses que l'œil humain ne voyait pas jusqu'à présent. Quand vous rendez votre voiture, assez souvent, bon, il y a quelqu'un qui passe, ça va assez vite, il faut vraiment avoir un gros POC pour pouvoir le voir. Et là, non, désormais, même si vous avez reçu un marron qui est tombé sur le toit de la voiture, en fait, il va être détecté automatiquement. Et bien évidemment, vous avez compris qu'il va vous être facturé comme cette micro-rainure sur la jante. On va pouvoir facturer en fait à tous les clients le moindre dommage qui a été fait, simplement par une comparaison de photos. En fait, ce qui se passe, c'est que d'un coup, des micro-rayures vont pouvoir être détectées, alors qu'avant, la personne qui fait l'inspection, assez souvent, ne voyait que les grosses choses. Et donc, bien évidemment, c'est un nouveau modèle économique pour les loueurs qui vont pouvoir encore plus rentabiliser leur location via ce type de système.
Alors, ce type de système, aujourd'hui, c'est en test. Les locataires de voitures, c'est dans les aéroports américains. Ils ont commencé à déployer ça en test. Alors, bien évidemment, vous imaginez très, très vite ce qui se passe, en fait. C'est que quand vous louez une voiture, d'un coup, il y a un nombre d'augmentation de contestation qui est extrêmement forte. Parce que plein de gens se voient facturer des trucs qui ne sont pas visibles vraiment à l'œil nu, en fait, quoi. Et donc, une hausse des plaintes d'une manière dramatique. Alors, cette hausse des plaintes, il faut la comprendre, en fait. C'est que le problème, c'est que quand vous rendez votre voiture, vous le faites depuis une application, vous ne voyez même plus personne, en fait. Hein. Vous louez la voiture sur une application, vous la rendez sur une application, et en fait, automatiquement, le scan vous dit si vous avez un petit dommage, une petite rayure, et vous le facture. Et en fait, vous êtes obligé de le payer, en fait. Vous n'avez pas dans cette application, vous n'avez pas de moyen de recours, vous ne pouvez pas contacter le loueur, ça ajoute automatiquement à votre facture. Voilà, pour moi, c'est vraiment un exemple très très éclairant de ce que fait le calcul. Le calcul, c'est une puissance un peu sans limite, qui n'est pas humaine, qui est capable de détecter des choses qu'on ne voit pas jusqu'à présent, qui est capable de faire des rapprochements qu'on n'imaginait pas, et qui derrière va dérouler une forme de procédure dans laquelle il n'y a pas d'issue pour la plupart d'entre nous. Nous n'avons pas d'autre choix que de payer, en fait. Il n'y a pas de possibilité de réclamation facile, il n'y a pas d'issue pour l'usager, à part de porter plainte, mais il faut trouver l'endroit où, qui n'est pas sur l'application, etc., etc. Il n'y a pas d'issue, en fait. Et je pense que c'est là cette friction, en fait, qui est vraiment intéressante et importante. D'un côté, en fait, le pouvoir du numérique, la puissance de calcul de ces machines, la puissance de prescription des outils numériques, ça va déterminer des séquences d'instructions et des procédures qui sont souvent sans recours. Et on va le voir dans d'autres systèmes du social. Et bien évidemment, l'autre chose, c'est ce qu'on peut appeler le no-reply. Vous le connaissez tous, hein, le no-reply, c'est ces mails que vous recevez de tas de services auxquels vous ne pouvez plus répondre. Que ce soit des services privés ou des services publics, la difficulté aujourd'hui d'entrer en communication avec ces systèmes qui vous ont jugé, qui ont pris une décision sur vous et sur lesquels c'est très très difficile en fait de pouvoir retrouver un espace de discussion et de médiation. Et pour moi, c'est ce contraste en fait qui caractérise beaucoup de systèmes, comme on va le voir. Voilà, ça c'était une petite intro pour partir en fait pour essayer d'arriver à comprendre en fait cette dichotomie ou cette différence qu'il peut y avoir entre d'un côté les systèmes techniques et de l'autre côté notre rapport à eux qui est bien évidemment complètement de plus en plus même asymétrique en fait. Ce que je raconte dans mon livre, c'est ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui nous sommes un peu coincés dans les calculs. Dans les systèmes de calcul, l'arbitraire consiste à prendre des décisions de calcul par le calcul, pour le calcul, simplement parce que c'est possible. Et c'est tout l'enjeu en fait de ces systèmes, c'est d'essayer de mieux comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent pour pouvoir avoir collectivement en fait des formes de résistance ou de compréhension de la manière dont ils fonctionnent pour pouvoir un peu mieux s'y opposer. Je vais dérouler en fait plusieurs systèmes dans lesquels nous allons nous plonger. Si j'ai le temps, enfin, ça c'est sûr, on va parler de Parcoursup, ça sera le premier. On va essayer d'aller faire un tour du côté de la CAF. Et puis, on va essayer d'aller faire un tour vers la sélection automatisée de CV, qui est aujourd'hui de plus en plus développée. Et peut-être aussi, si on a le temps, la question du risque bancaire, mais à mon avis, ça ira trop loin. Mais c'est pas grave. L'important, en fait, de ces exemples, c'est que vous allez vite vous voir qu'il y a des formes qui reviennent, en fait. La manière dont il y a des modalités de calcul, des modalités où les gens ne peuvent pas répondre, qui reviennent. Alors, vous connaissez certainement, ou vous avez été confronté, ou pour les plus jeunes d'entre vous, pour les plus âgés peut-être du côté de vos enfants, vous avez été certainement confronté à Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme en ligne nationale qui existe depuis 2018, qui a succédé à d'autres grandes plateformes nationales
qui a pour but de recenser les formations du supérieur pour les élèves en sortie de lycée, afin qu'ils puissent candidater à des formations. La plateforme gère aussi leurs vœux, c'est-à-dire que les élèves doivent, quand ils sont au lycée, faire des choix de formation du supérieur. Et la plateforme, en fait, va mettre les choix des élèves en relation avec les écoles d'enseignement supérieur. Les écoles d'enseignement supérieur vont étudier leur candidature pour leur répondre et leur dire s'ils sont acceptés ou non. Cette plateforme, aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme nationale qui est devenue complètement prédominante. Il est très difficile, en fait, de passer à côté quand on est un lycéen. Elle concerne quelques 930 000 étudiants chaque année. 635 000 d'entre eux sont des néo-bacheliers, donc ils viennent d'avoir leur bac. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui sont en réorientation et reprise d'études, et quelques-uns qui sont scolarisés à l'étranger, dont il faut également rapatrier les données. Et elle répertorie presque l'essentiel des formations qui existent, donc les formations publiques, bien évidemment, mais pas seulement, de plus en plus. Entre 2018, date de son ouverture, et aujourd'hui, le nombre de formations privées a explosé. Comme vous le savez aussi bien que moi, depuis au moins 20 ans, on n'a pas construit de nouvelles universités en France. Par contre, le nombre de formations privées, elles, ont vraiment explosé. Et on estime qu'il existe encore quelques formations qui ne sont pas sur Parcoursup, que les élèves peuvent atteindre, mais elles sont assez peu nombreuses et souvent sur des métiers un peu spécifiques. Donc le but de la plateforme, c'est vraiment d'optimiser les places de l'enseignement supérieur afin de n'en laisser aucune vacante. Dans un moment où il y a une forme d'austérité sur l'enseignement supérieur, où très peu de places sont créées. Donc le but, c'est vraiment d'optimiser les candidatures pour essayer que tout le monde ait une place et que toutes les places soient prises. Ce qu'on nous dit mal de cette plateforme, c'est qu'on a l'impression qu'elle fonctionne plutôt bien. Le ministère de l'Éducation nationale se félicite chaque année qu'il y a à peu près 19 000 élèves, donc à peu près 2%, qui sont sans proposition. Ce qui veut dire que ces 19 000 élèves ont candidaté d'un Parcoursup et n'ont reçu aucune réponse. C'est-à-dire qu'ils ont pu mettre plusieurs choix, plusieurs types de formations, mais ils n'ont reçu aucune réponse. Donc ils ne peuvent aller nulle part. Ce sont 19 000 élèves qui n'ont pas de réponse, qui n'ont pas de solution d'enseignement supérieur. Ça, c'est le chiffre dont se targue le ministère, en disant c'est quand même pas mal, on place presque tout le monde, 2%, c'est pas un mauvais résultat. Effectivement, on pourrait s'arrêter là et se dire que tout va bien. Mais il faut ajouter à ce pourcentage, en fait, 90 000 élèves, donc à peu près 9%, qui quittent la plateforme avec une seule proposition qu'ils n'acceptent pas. Ça veut dire qu'ils ont candidaté à des tas de formations, et il y en a une qui leur a répondu et qui leur dit « Ok, je vous prends ». Mais ils ne répondent pas. Alors, ils ne peuvent pas répondre pour des tas de raisons, parce qu'ils ont trouvé autre chose dans le privé, ou ils veulent faire autre chose, etc. Mais malgré tout, cette proposition, s'ils n'y répondent pas, c'est d'une certaine manière qu'elle ne les satisfait pas, en fait. Et enfin, souvenez-vous, je vous ai parlé des 271 000 en réorientation. Et oui, 270 000 élèves, 29%, se réorientent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, d'une année sur l'autre, en fait, ce taux a légèrement augmenté depuis Parcoursup. Vous avez des élèves qui, en fait, ont fait une première année via Parcoursup et l'année suivante, ils recandidatent. On peut aussi les considérer comme n'ayant pas été très satisfaits de leur première ou de leur primo-orientation et chercher, en fait, à se réorienter en année 2, en fait. Et donc, si on calcule tout ça, on se rend compte que ça fait presque de 40% d'élèves dont l'orientation est problématique. On n'est plus du tout aux 2% de difficultés. Et donc, pour une plateforme nationale censée ranger tous les élèves aux bons endroits, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, effectivement. Vous l'entendez chaque année dans la presse, pour beaucoup d'élèves, c'est une situation souvent très difficile, des tentatives très longues, une expérience dite désastreuse, qui génère beaucoup de tensions dans l'éducation nationale. La médiatrice de l'éducation nationale fait un rapport chaque année, et elle montre en fait de rapport en rapport qu'il y a une très très grosse tension
Parcoursup génère une très très forte tension, notamment sur les notes, parce que ce sont elles qui sont le plus prises en compte par le système, on va le voir. Et donc ça génère vraiment en fait des conflits, des tensions sur les notes. Dès qu'il y a une mauvaise note qui arrive quelque part, vous avez les élèves qui se plaignent, les parents qui viennent se plaindre, etc. Parce que ça compte pour Parcoursup, comme ils disent. Et voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et s'il y a eu des critiques nourries ces dernières années autour de ce système, en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'ajustements politiques depuis son lancement, hein. Il y a eu des petites améliorations sur la plateforme, mais assez marginales. Petite amélioration du moteur de recherche et encore. Et puis, il y a eu des tentatives de réforme. Par exemple, il y a eu un dépôt de loi à l'Assemblée nationale pour interdire la prise en compte du lycée d'origine, on va y revenir, mais qui n'a pas abouti. Donc, ce qui veut dire que certaines formations peuvent prendre en compte ce lycée d'origine. On va y revenir. Parcoursup, en fait, elle va distribuer la pénurie de places à ceux qui sont jugés les plus efficaces pour les occuper, hein. Donc aux meilleurs élèves. Le but du jeu va être de classer les élèves pour chaque formation, de classer leurs candidats en prenant le plus petit dénominateur commun pour s'en assurer, à savoir les données qui sont dans Parcoursup, ce sont essentiellement des données sur les résultats scolaires. Chaque CEV, comme on dit, c'est-à-dire en fait chaque école de l'enseignement supérieur, pilote ces critères depuis les données qui sont scorables, c'est-à-dire dont on peut déterminer des scores, ce sont des données donc chiffrées, qui vont permettre en fait justement de faire des calculs. Et donc essentiellement à nouveau les résultats scolaires, hein. Le but, chacune de ces formations elle reçoit la liste des candidats qui candidatent à sa formation, et elle doit rendre dans la machine la même liste des candidats, mais classée, du premier qu'elle sélectionne au dernier qu'elle sélectionne. Donc si vous êtes une formation et que vous avez 1000 candidats, vous devez classer ces candidats du premier au dernier, pour qu'après la machine puisse rouler, en fait, et affecter les élèves. Alors on affecte ceux qui sont en haut, donc les mieux classés assez souvent, qui obtiennent les premières places, et puis s'ils refusent une place, ils libèrent une place pour les suivants. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc tout l'enjeu pour chacune des formations, c'est bien de classer, en fait, ces différents candidats. Mais, il y a un mais qui est très important, elles doivent les classer sans ex-aequo. Pour que la machine puisse jouer et déterminer, en fait, qui est le premier et qui est le dernier, il ne faut pas qu'il y ait d'ex-aequo, sinon la machine ne sait pas déterminer lequel des deux elle doit envoyer dans la formation avant l'autre. Donc tous les élèves doivent être classés sans ex-aequo. Et ensuite, vous avez l'algo central de Parcoursup qui va encore repositionner ces classements que lui ont fournis les écoles de l'enseignement supérieur, parce qu'elle va les recomposer avec deux autres petits critères qui sont pris en compte. C'est la question géographique, c'est-à-dire pour faire venir des élèves d'une autre académie dans une académie, souvent il y a un petit pourcentage ou un petit quota, et il y a également un petit quota pour les élèves boursiers, donc qui vont remonter dans ce classement automatiquement. C'est bon, c'est à peu près... donc voilà. Alors, les données... Alors, vous avez commencé à comprendre, en fait, le problème. C'est que ces élèves, il faut les classer. Quand vous avez ici, je crois qu'il y a 1800 candidats qui sont représentés par un point. C'est leur moyenne. C'est dans une formation de maths qui est dans le nord-est de la France. C'est Julien Gossa qui a fait cette petite étude depuis sa propre formation. Voilà, il vous montre la moyenne de tous les étudiants qui ont candidaté à sa formation. Donc vous avez très vite compris, ceux qui ont 17,5 de moyenne sont par là, et les moins bons candidats sont de ce côté-là. Donc on peut vite comprendre qu'ici, c'est ceux que la formation va pouvoir classer très bien et retenir, et là, ceux qu'on ne va pas retenir. Et puis vous avez le truc du milieu, là. La grande masse, là. Tous ceux qui ont 12,5 de moyenne, et qui ont 12,5 de moyenne, ils ont tous la même moyenne. Tous ceux qui ont 14 de moyenne, ils ont tous la même moyenne. Or, il faut qu'on les départage. Il faut qu'on fasse des différences entre eux, en fait.
Et c'est là le problème pour moi de Parcoursup, c'est qu'il va falloir distinguer les élèves les uns des autres, et pour cela, en fait, on va raffiner le calcul. En fait, dans Parcoursup, les élèves ne sont pas notés à 12,5 ou 12 de moyenne, donc pas un chiffre derrière la virgule, mais ils sont notés avec 3 chiffres derrière la virgule. Donc c'est 12,001 et 12,002. Et celui qui a 12,002 pourra peut-être avoir une place, mais pas celui qui a 12,001. Okay ? Ce raffinage, il se fait en fait en utilisant toutes les notes et toutes les données qui sont possibles dans Parcoursup et en multipliant des moyennes entre elles, afin de faire un score le plus exact, je ne sais pas si c'est exact, possible. Et donc vous avez compris, en fait, on comprend là très très vite, en fait, la grande difficulté de Parcoursup, c'est que, ok, l'élève qui a 17... par rapport à celui qui a 7, on est tous capables de faire la différence, moi aussi, vous aussi, il n'y a pas besoin de machine pour ça. Par contre, la vraie difficulté, c'est de faire des différences entre des élèves qui ont exactement en fait, la même chose, le même résultat scolaire, la même moyenne. En fait, il n'y a pas de différence entre eux. Mais pour que la machine roule, pour que le système fonctionne, il va falloir créer des différences en fait. Mais ce sont des différences mathématiques. Ce ne sont pas des différences académiques, scolaires. Ce ne sont pas des différences entre les élèves, en fait. Un élève qui a 12,001 et un élève qui a 12,002, même en tant que prof, il n'y a pas de différence entre ces deux élèves. Or, il y en a un qui pourra peut-être être sélectionné et pas l'autre. Quels critères sont disponibles, en fait, pour faire ces calculs dans Parcoursup ? Donc, bien évidemment, la plupart, ce sont donc dans la machine, en fait, ce qui est versé, ce sont donc les notes des élèves. Donc, les moyennes, leurs notes à des contrôles, les résultats du bac blanc, etc. L'essentiel, en fait, ce sont les bulletins de notes, ceux que vous recevez une fois tous les trimestres. Donc, les résultats académiques, les moyennes des matières par trimestre, les moyennes générales, les résultats du bac blanc ou les premiers résultats du bac également. On regarde aussi beaucoup les rangs de classement et les progressions des moyennes qui peuvent être utilisées pour affiner le calcul. On essaye, ou la machine, ou en tout cas ceux qui l'ont conçu, ont essayé d'amener d'autres choses. Alors par exemple, il y a une chose qu'on va revoir juste après, c'est ce qu'on appelle la fiche à venir. Vous n'en avez peut-être pas beaucoup entendu parler parce qu'elle est assez discrète. Souvent, on ne communique pas beaucoup dessus. Cette fiche à venir, en fait, c'est une forme d'appréciation scorée des professeurs de lycée sur l'orientation et sur les compétences. Sont notées dans cette fiche la méthode de travail, appréciée avec une note, en fait, on met une note, l'autonomie, la capacité à s'investir, l'engagement, l'esprit d'initiative. Souvent, en fait, c'est une manière de mettre les commentaires des professeurs que vous avez à côté des moyennes trimestrielles et les transformer en chiffres, en fait. Et qui sont appréciés souvent d'une manière simple, très satisfaisant, assez satisfaisant et peu démontré. Pour certains élèves, il y a aussi d'appréciation du proviseur sur l'orientation, capacité à réussir et cohérence des vœux qui sont évalués. C'est surtout en fait, pour les lycéens des lycées techniques et professionnels. En fait, il y a une surcouche de regard comportemental sur certains types d'élèves. Et ce sont notamment les lycéens du bac pro et du bac technique qui vont être un peu plus dont on va regarder un peu plus les résultats et le comportement. En fait. Enfin, il y a aussi des éléments qui ne sont pas critérisés, c'est-à-dire qui ne sont pas, dont on ne détermine pas de notes. Donc il y a les appréciations, il y a le CV que désormais tous les élèves doivent mettre et ajouter pour chacune des formations auxquelles ils candidatent, avoir la lettre de motivation, c'est une toute petite lettre de 1500 mots que chaque élève doit remplir. En fait, cette lettre, la plupart du temps, n'est pas lue. Elle n'est lue que pour départager deux élèves qui ont 10,0002. On va regarder la lettre pour se dire, c'est un moyen pour départager deux élèves qui auraient la même note.
Et bien évidemment, il y a des éléments qui ne sont plus ou moins disponibles, en tout cas que certaines écoles vont pouvoir utiliser. Je vous parlais par exemple du lycée d'origine. Alors, à l'intérieur de ce système, il n'y a pas marqué le nom du lycée. Par contre, il est marqué le numéro du lycée, chaque lycée en France ayant un numéro. Et donc, on peut extraire les données de Parcoursup pour utiliser ces numéros, pour les faire correspondre au lycée des élèves et à les augmenter d'une note selon la valeur ou le classement national des lycées qui est disponible en fait en données ouvertes sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Donc selon que vous êtes dans un bon lycée ou dans un moins bon lycée, ça peut affecter, pour certaines écoles qui vont l'utiliser, les résultats à Parcoursup. Je me permets juste de revenir, je ne sais pas si vous voyez bien, sur cette fiche à venir. Donc vous avez donc des éléments, méthode de travail, très satisfaisant, assez satisfaisant, peu démontré. Donc vous voyez, à côté sont mises des notes, 20, 15, 10, 5. Et donc ici, souvent, c'est surtout utilisé pour les élèves de lycée général et technique, sur lesquels on va évaluer leur comportement de cette manière-là et les affecter d'une note. C'est assez peu utilisé par d'autres, parce que beaucoup de formations ont compris que c'était quand même une forme de tri social très très forte qui s'exprimait ici par cet outil. Le problème, alors, pendant longtemps, les élèves n'ont pas eu accès à ces données. Depuis quelques années, ils ont désormais accès à ces données. Et donc, les élèves peuvent demander la communication de ce qui est noté sur la fiche à venir. Mais imaginez bien que pour un élève, quand il reçoit sa fiche à venir où on lui dit la méthode de travail, c'est satisfaisant, l'élève, il est super content. Ah ouais, super, j'ai eu satisfaisant, c'est vachement bien. Mais en fait, non, satisfaisant, c'est vachement moins bien que ceux qui ont eu très satisfaisant, parce que vous avez compris que ça va déterminer et ça va changer son score et son résultat final, et donc son classement. Et donc, enfin, voilà, il y a derrière les chiffres, les appréciations, il y a vraiment des jugements scolaires qui sont là. Julien Gossa, celui dont je vous ai montré le tableau tout à l'heure, explique en fait que si lui prend en compte les fiches à venir en fait pour affiner les moyennes des candidats, ça bouleverse bien évidemment les classements qu'il a pu faire. Hein. Pour certains, gagnent ou perdent en moyenne plus de 120 places et jusqu'à 577 places pour le cas extrême. 30% des candidats qui étaient admis d'office, c'est-à-dire qui recevaient une proposition dès qu'ils entraient, enfin tout de suite, quoi, sont rétrogradés. Un candidat au rang 34 passera avec la prise en compte de sa fiche à venir au rang 293 et au lieu d'être admis d'office, il devra espérer que plus de 200 candidats se désistent devant lui. Donc ça a une vraie conséquence, en fait, ce jugement comportemental qui est introduit à l'intérieur de Parcoursup. Et vous avez compris, en fait, à nouveau, pour certains élèves, pas nécessairement pour tous, pour ceux qui sont jugés les moins bons ou ceux qui viennent de milieux plus difficiles. Enfin, le jugement du social, en fait, se prolonge et se continue dans Parcoursup. Tous ces quotas. Alors, il y a aussi dans Parcoursup des quotas, c'est-à-dire que certaines formations doivent avoir un certain pourcentage de bacheliers techniques, de bacheliers généraux ou de bacheliers professionnels. Le but, en fait, de ces quotas, c'est assez souvent de réorienter les flux d'étudiants, hein, pour les faire plutôt diriger massivement les élèves des lycées techniques et professionnels vers des BTS et des IUT, plutôt que vers des filières universitaires traditionnelles, par exemple. Donc, il y a en fait ces quotas qui sont utilisés à l'intérieur de la plateforme permettent vraiment de mobiliser et d'orienter certains étudiants plutôt que d'autres. Hein. Les quotas d'élèves boursiers, donc,
qui sont encore une fois des élèves aussi en difficulté sociale souvent, vont être plus forts dans certaines formations que dans d'autres. Vous aurez très vite compris lesquelles. Les formations du technique, bien évidemment, et le niveau de boursier des très grandes écoles a très peu évolué avec Parcoursup. Hein. Il reste toujours à des taux qui sont extrêmement faibles. Ce que ça change, en fait, c'est une forme d'hypersélection que la plateforme façonne. Hein. Dans les bacs techno et bacs pro, ils ont 2,5 fois moins de chances de ne pas avoir leur choix validé, notamment en BTS. Juste un exemple, 32% des élèves en STMG, donc c'est une filiale technique, du lycée Louise Michel à Bobigny, n'ont eu aucun vœu sur Parcoursup. En fait, c'est une forme de tri social organisé. Et bien évidemment, à l'inverse, qui sont les gagnants, une forme d'hypersélection ultra sélective. Vous avez bien compris que les meilleurs élèves, ce sont ceux à qui on propose dès l'ouverture de la plateforme. Toutes les places leur sont ouvertes. Il y en a qui reçoivent 10 propositions quand la majorité des élèves en reçoivent très très peu, en fait, quoi. Et donc ça génère une forme d'hypersélection très très forte au bénéfice des meilleurs élèves, mais qui génère aussi ses propres difficultés. Aujourd'hui, à Sciences Po Paris ou dans les autres Sciences Po, 97% des admis doivent avoir une mention très bien. Donc c'est une moyenne à Sciences Po Paris, je crois qu'il y a plus de 19 de moyenne pour les admis. Donc là aussi, le 19,0053 et le 19,0054 est aussi capital. Vous comprendrez bien qu'il y a une différence entre cette hypersélection qui a toujours existé dans l'enseignement supérieur d'élite et la sélection très très forte et très scolaire de l'enseignement plus technique ou général de base. Il y a une forte différenciation. Allez, on va jouer un petit jeu. Voici les résultats, voici les critères qui sont présentés aux élèves de lycée quand ils doivent sélectionner une formation. On leur dit, la seule info qu'ils ont un peu sur... Alors, ils ont quelques infos, donc Parcoursup, quand ils sélectionnent une formation, ils ont plein d'infos sur la formation, enfin plein d'infos. Ils n'ont pas beaucoup d'infos, ils ne savent pas qui sont les profs, ils savent pas il y a un volume d'horaire qui est indiqué, mais souvent sur 3 ans, pas sur une seule année. Il y a une information qui existe, mais qui reste quand même très très lacunaire. Et on leur explique donc quelles sont les modalités de sélection des plateformes, des formations, par ce type de représentation. Ici, ça veut dire que vos résultats scolaires ou obtenus dans l'enseignement supérieur comptent pour 60% de votre sélection. Donc ça veut dire vos notes, en fait. Hein. Mais on va regarder vos comportements, méthodes de travail et savoir-faire. Ça veut dire qu'on va plutôt regarder aussi la fiche à venir, a priori. Le savoir-être, qu'on va déterminer comment. Savoir. Votre motivation, la cohérence de votre projet. Donc la lecture de la lettre de motivation, a priori, va être très utilisée, etc. Vos engagements, activités et centres d'intérêt, donc on va aussi regarder le CV. À l'inverse, ici, on va regarder surtout vos résultats scolaires et puis un peu la fiche à venir. Ouais, c'est ça l'information qu'ont les élèves sur les méthodes de sélection qui leur sont proposées. Vous comprenez très vite qu'on ne peut pas comprendre en fait la manière dont c'est fait. En fait, ici, c'est la plus sélective, et ici, c'est la moins sélective. C'est à l'air bizarre, mais en fait, ils prennent les notes en compte, mais ils prennent grosso modo que les notes, en fait, ils acceptent tout le monde. C'est une formation de fac. Ici, c'est une formation d'école privée. On va essayer de prendre en compte plus de critères possibles pour évaluer, en fait, les candidatures. Pour les élèves, c'est très difficile en fait de se repérer dans ce maelstrom. Donc ils candidatent à des tas de formations sans savoir vraiment où. Moi, dans mon enquête, il y a une autre chose qui m'a vraiment frappé, c'est qu'en fait la motivation n'est pas du tout un critère d'un Parcoursup. Ce qu'on détermine, c'est bien en fait les résultats scolaires en présupposant que les meilleurs élèves resteront les meilleurs, même dans l'enseignement supérieur. C'est une règle qui se vérifie à peu près, pas toujours, et en tout cas de moins en moins quand on baisse.
La motivation, donc mettre cette petite lettre de motivation, la plupart du temps, je vous l'ai dit, elle sert qu'à départager les choses. Mais le vrai problème, en fait, c'est que la motivation, elle est très importante. En fait, toutes les études du supérieur vous disent que c'est le critère, un des facteurs de réussite essentiel, en fait. Mais en fait, elle n'est pas disponible sur Parcoursup. Elle l'était un petit peu avec son prédécesseur, qui était admission post-bac, parce que dans admission post-bac, les élèves devaient classer les formations de celle qu'ils préféraient ou celle sur laquelle ils voulaient vraiment, celle à laquelle ils voulaient vraiment être pris, à la dernière, celle qui les intéressait le moins. Mais dans Parcoursup, il n'y a plus de classement des formations. Enfin, il y a des classements qui sont possibles en deuxième phase ou en troisième phase, mais c'est pas la même chose que sur la première. Et donc, il n'y a pas de moyen en fait de connaître quelle est la motivation des élèves à vouloir aller dans telle ou telle formation. Je tiens à dire enfin que c'est pas la même chose ailleurs en fait. Dans la plupart des pays développés, il y a aussi des plateformes de ce style en fait pour faire la sélection dans le supérieur. Le modèle est plus proche d'APB que de Parcoursup parce qu'en fait le critère de classement est important parce que justement c'est une façon de mesurer ou de prendre le pouls de la motivation des élèves. Et Parcoursup, c'est la seule en fait où ils ne classent pas leurs vœux et la seule qui ne propose aucun barème d'accessibilité que celui que je vous ai montré juste avant. C'est-à-dire un élève ne sait pas, quand il candidate à une formation, s'il faut qu'il ait 12 de moyenne, 14 de moyenne ou 18 de moyenne. Même aujourd'hui, un élève peut candidater à Sciences Po sans savoir que s'il n'a pas 19 de moyenne, il n'a aucune chance d'être pris en fait. Vous pouvez choisir Sciences Po à l'intérieur du truc. Je vous rappelle que ce sont les élèves qui doivent choisir. C'est eux à qui on envoie des codes pour se connecter à la plateforme. C'est eux qui sélectionnent leurs vœux. Alors, beaucoup de lycées, beaucoup de profs s'impliquent énormément, viennent surveiller ce qu'ont mis les élèves. Souvent, les directeurs passent, etc., etc. Mais au final, et le choix final repose sur eux. Même pas sur eux et leurs parents. C'est eux seuls qui ont accès au système, en fait. Donc il y a bien en fait aussi ce côté-là qui est peut-être parfois un petit peu problématique. Partout ailleurs, voilà, ils peuvent calculer leur score dans des tas d'autres formations, dans des tas d'autres systèmes à l'international. Ils peuvent calculer leur score en fait pour savoir s'ils ont des chances d'être prises ou s'ils sont le bon niveau pour candidater à telle ou telle formation. Chez nous, ça reste un peu obscur. Oui. Ça, c'est une lettre de motivation que j'ai trouvée quelque part, qui était pour faire une sorte de décalage, parce que j'avais plus grand-chose à dire sur de l'autre côté. On en a presque fini avec Parcoursup, mais j'espère que ça vous éclaire sur la manière dont on trie, dont le calcul fait quelque chose en fait à la société. Plus une formation est sélective, plus elle a tendance à multiplier les critères de classement ou pas. Les critères scolaires ne suffisent pas pour savoir si son niveau est adapté à la formation visée. Une forme d'opacité un peu qui est rendue aux élèves. On nous dit que la motivation est partout, mais vous avez bien compris qu'en fait elle est un peu nulle part. Mais surtout, les critères rédhibitoires sont invisibles et jamais explicites. C'est-à-dire, il y a plein de formations, par exemple, aujourd'hui, même dans le supérieur public, qui vont prendre des élèves, si vous n'avez pas 14, en fait, parce qu'on a une formation où on a besoin d'un bon niveau en langue, si vous n'avez pas 14, en fait, vous allez être immédiatement ou très rapidement relégué. On ne va pas vous sélectionner, en fait. Et ça, ce sont des critères qui ne sont pas expliqués aux élèves assez souvent. Mais surtout, il y a une forme de sélectionnisme élitaire qui s'est diffusé, en fait. Alors, il y a toujours eu cette sélection très élitaire des meilleurs pour les meilleures formations, qu'elles soient HEC, Sciences Po, l'ENS, etc. Mais ici, en fait, dans Parcoursup, ce qui a changé, c'est qu'en fait, cette sélection par les notes, c'est généralisé. Et elle s'est standardisée. C'est une forme de standardisation de la sélection. Le problème que disent beaucoup d'écoles de l'enseignement supérieur, c'est qu'elles ne peuvent plus sélectionner autrement. Par exemple, il y en avait des écoles d'art ou des écoles un peu particulières qui pouvaient demander un dossier de candidature à des élèves ou qui pouvaient essayer de trouver d'autres modalités d'ajustement. Voilà. Ça, c'est de plus en plus impossible, en fait. Tout le monde est contraint d'utiliser les seules données qui sont disponibles dans la plateforme, grosso modo, les notes.
Donc vous avez compris, on standardise la sélection de partout, la même pour tout le monde. Alors ok, ça marche très bien pour les formations d'élite, mais quand vous voulez devenir mécanicien ou coiffeur, c'est peut-être pas la meilleure façon de sélectionner les élèves. Les quotas, donc les quotas d'élèves boursiers ou venant d'autres régions, ont permis d'élargir un tout petit peu la sélection la première année. En fait, après, ça s'est très vite stabilisé, donc il n'y a pas eu de phénomène compensatoire. Et surtout, comme je vous l'ai dit, moi, le problème que j'ai vis-à-vis de ce mode de sélection unique, c'est qu'on produit des distinctions qui sont très factices d'un élève à l'autre, qui expliquent en fait que plein de gens ne comprennent pas comment fonctionne ce système. Les profs eux-mêmes, les profs de lycée, ils ne comprennent pas, mais pourquoi toi tu as été pris et pas toi, alors vous avez candidaté à la même école et que toi tu es un peu meilleur que l'autre? La plupart du temps, il y a plein de gens en fait qui ne comprennent pas les modalités de sélection en fait de Parcoursup, mais parce qu'ils n'ont pas compris en fait ce système à 3 chiffres derrière la virgule, ce système extrêmement complexe qui crée des distinctions vraiment factices entre les gens. Et il y a des vraies fermetures d'accès à certains types de candidats. Donc je vous ai parlé des bacs pro, des vraies difficultés pour certains, c'est ceux qu'on appelle par exemple les hors-calcul. Alors les hors-calcul, par exemple, c'est souvent les lycéens qui viennent de l'étranger, donc et qui viennent de systèmes, par exemple, où les notes ne sont pas sur 20, elles sont sur 100. Et donc ça ne rentre pas dans la machine. Et donc en fait, ça ne rentre pas dans la machine. Et donc, en fait, ces étudiants sont sans notes. Il faut en fait que les commissions d'examen des vœux essayent de regarder, téléchargent les PDF de leurs bulletins pour les refaire remonter à l'intérieur du calcul, etc. On se rend compte malgré tout qu'assez souvent, ils ont plus de problèmes que d'autres parce que certaines formations reçoivent 10 000 candidatures, en fait. C'est un travail de titan, il faut séparer les choses. On peut comprendre que face à 10 000 candidatures, tout ne soit pas toujours parfait. Voilà, et c'est la même chose sur les autres plateformes, Afednet, Mon Master, toutes les autres plateformes de sélection ont des modalités de fonctionnement un petit peu similaires. Vous avez compris comment ça fonctionne, en fait. Le but ici, c'est de trier les élèves. Pour les trier, on va les scorer, comme on dit, c'est-à-dire on attribue une note à ce qu'ils ont. Et le problème, c'est la standardisation de cette notation qui s'applique à tous, mais qui ne rentre pas, ou pour plein d'élèves en tout cas, ça ne matche pas, enfin, ça ne rentre pas dans les cases. Je vais passer sur... Voilà. Ok, vous avez compris? On passe à un deuxième exemple. J'ai pas l'heure. Hein. Et vous allez voir que c'est un peu la même chose. Vous avez certainement entendu parler du score de risque de fraude à la caisse d'allocation familiale. Il y a eu un envoyé spécial l'année dernière sur le sujet. Il y a eu des articles dans Le Monde. Vous avez peut-être entendu parler de ça. En fait, la caisse d'allocation familiale utilise des technologies de fouille de données, donc intelligence artificielle, big data, selon les modalités dont on les appelle, depuis très très longtemps. Elle est soumise, comme toutes les administrations publiques, à des forts effets de rationalisation budgétaire et austéritaire, qui la contraignent en fait à devoir faire des économies, à calculer mieux avec moins. Et c'est ce dont je vous disais, en fait, avant on remplissait des fichiers papier, désormais en fait ce sont des modalités d'échange de données, d'échange et de croisement de données entre différentes administrations, une forme de normalisation des pratiques qu'on n'a pas bien vu apparaître. Mais en fait, la CAF, depuis 2005, s'est mise à échanger des données avec d'autres administrations, avec les différentes succursales de la CAF qui existent partout en France, afin d'harmoniser ces données, de faire que à chaque personne corresponde bien le numéro de sécurité sociale et qu'il ne soit pas en doublon partout, afin de mieux identifier les gens, afin de pouvoir récupérer le montant des salaires de vos fiches de paye qui sont versés par vos employeurs sur des systèmes logiciels qui vont aller directement jusqu'aux impôts pour vous faire ce qu'on appelle le prélèvement à la source. En fait, tout ça est de plus en plus automatisé à des tas d'endroits. Donc, nos employeurs
remplissent les feuilles de salaire, qui sont versées aux impôts et qui peuvent être échangées avec les CAF pour faire des ajustements si nécessaire. Donc il y a de plus en plus en fait, ces systèmes d'échange de données entre administrations, entre services privés et services publics, se sont généralisés sans qu'on en ait vraiment conscience en fait. Hein. Tout ça, c'est fait la magie du numérique, comme on dit assez souvent. Donc sous une grande forme d'opacité. Mais ces dernières années, en fait, la CAF s'est largement automatisée pour faire du contrôle, pour récupérer en fait ces flux de données, donc ces flux financiers, donc le niveau de revenu des gens, et pour pouvoir calculer les droits afférents. Désormais, il y a la CAF fait à environ 32,4 millions de contrôles qui rapportent 1,4 milliard d'euros par an. 28,3 millions de contrôles sont automatisés. Donc, ce qui veut dire en fait que ce sont des données qui sont récupérées justement d'autres administrations pour les produire automatiquement. Hein. Ça fait 87% des contrôles, c'est énorme. Hein. Mais qui ne rapportent seulement que 260 millions d'euros. Alors 3,9 millions de contrôles sont sur pièces, c'est-à-dire ce sont des agents qui vont demander à des gens de produire des pièces justificatives supplémentaires. Et il y a quelques contrôles qui restent encore, qui sont sur place, hein, qui rapportent pas mal d'argent. Donc là, ce sont des agents de la CAF qui vont venir contrôler un bénéficiaire pour voir si tout est en règle. Le nombre de fraudes identifiées a été multiplié, notamment par l'automatisation, bien sûr, hein, mais par les niveaux de montant. Alors, est-ce que c'est le problème, c'est qu'on parle beaucoup de ce problème, en fait, sous un angle assez particulier. On parle de fraude, effectivement. Or, en fait, quand on regarde le fonctionnement du système de la CAF, ces algorithmes qui vont donner un score de risque de fraude sur les personnes ne cherchent pas l'escroquerie organisée, en fait. Hein. Le but, c'est pas d'aller chercher des gens qui vont massivement frauder la CAF. Assez souvent, en fait, ce que recherchent ces systèmes techniques, c'est ce qu'on appelle les indus, les trop-perçus, les erreurs. Alors, pour vous expliquer ça simplement, si vous, comme la plupart des gens, quand on a un revenu stable d'un mois sur l'autre, parce qu'on est salarié, en CDI, c'est assez simple de calculer nos droits. Parce que d'un mois sur l'autre, la plupart du temps, ils ne changent pas. Donc, voilà. Mais pour plein de personnes, en fait, c'est bien plus compliqué. D'abord parce qu'ils n'ont parfois pas un seul employeur, mais ils en ont 4, 5 ou 6. Ou plusieurs, en tout cas, ça devient tout de suite plus compliqué parce qu'ils ne font pas toutes les heures, ils n'ont pas des temps pleins, donc ils font des petits bouts de mission à gauche à droite, et ils ont des compléments qui sont en fait versés par les services sociaux, qui sont aussi calculés pour pouvoir déterminer le montant des prestations et des aides qu'ils reçoivent. Donc, vous avez compris qu'en fait, pour plein de gens, c'est assez simple. OK, là, c'est très facile d'automatiser. Mais pour plein d'autres gens, c'est bien plus compliqué, en fait, parce qu'ils ne sont pas dans cette norme très simple. Et donc, ce qu'on va chercher d'un mois sur l'autre, c'est essayer de calculer leurs revenus. Le problème des revenus, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement fixes. Tout le monde n'est pas payé le 31 du mois. Il y en a qui vont être, comme les fonctionnaires, payés le 25 ou le 28. Et puis, il y a des tas d'entreprises où on paye des fois un peu plus tard, le 3, 4, etc. Donc, il n'y a pas un temps unique, en fait, où on pourrait dire, allez, on lance la machine, et hop, ça va calculer pour tout le monde son montant de revenus sans problème. Vous ajoutez à ça des gens qui vont être déclarés à un moment et payés 2 mois plus tard. Ça arrive dans des tas de métiers. Et vous générez en fait une forme de complexité assez forte sur ce qui doit être calculé et le niveau des droits qui doit être calculé. Et en fait, c'est ça qui se passe en fait à la CAF. Les gens qui sont le plus dans le besoin ont le plus besoin d'aide, donc ils ont des tas de formes de revenus un petit peu complémentaires et qu'on va mal calculer d'un mois sur l'autre. Donc un mois, on va dire, vous allez recevoir 195 € d'aide de la CAF, et puis le mois suivant, parce qu'on va récupérer un revenu qu'on avait laissé passer,
eh ben, cette aide va être diminuée parce que votre revenu aura passé un petit seuil, etc. Et donc, en fait, ce sont des indus qui courent d'un mois sur l'autre. Vous l'avez tous, enfin, vous l'avez certainement vu par des personnes autour de vous, notamment tous ceux qui n'ont pas de revenus fixes. Ben, voilà, il arrive de plus en plus souvent que les services sociaux réclament un indu parce que d'un mois sur l'autre, en fait, ils n'ont pas eu le même niveau de revenu. C'est ça qu'on appelle fraude à la CAF, en fait. Et pour moi, c'est un vrai anglage idéologique qui est très, très problématique. Hein. On parle de fraude, on a l'impression qu'on a des bandits de grand chemin. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, et par exemple, les mères isolées, donc les mères seules qui élèvent des enfants, subissent 36% des contrôles, alors qu'elles ne représentent que 16% des foyers recevant des aides. Un très bon podcast, Mères isolées sur surveillance sur les pieds sur terre, avec des femmes qui témoignent. En un an, elles ont eu 4 contrôles de la CAF. En un an. Donc le problème, c'est que ça génère une forme de surcontrôle de certains types de publics. Toujours les mêmes, les publics les plus précaires, les publics les plus isolés, etc. Il y a une forme d'automatisation des recouvrements sans prendre en compte le reste à vivre. Les parents isolés, je viens de vous le dire, sont surreprésentés dans ce score de risque. Parce que ce score de risque a été produit, en fait, à la CAF. Pour le produire, ces scores, elle a utilisé toutes les données qu'elle avait dans sa base. Elle a fait tourner, en fait, des moulinettes pour se dire, alors, qu'est-ce qui est fait un facteur de risque par rapport à une population où il y a des indus assez fréquents, etc. Et donc, toutes les données qu'elle a dans sa base servent à affecter ce score de risque. L'un des problèmes qui a été découvert, par exemple, c'est que le fait de se connecter à son espace CAF, vous savez, sur le site, vous connectez à votre espace CAF, souvent parce que vous attendez un virement que vous n'avez pas eu, etc. Le fait de se connecter plus de 3 fois par mois à cet espace CAF entre en compte dans le score de risque. Il affecte le risque, en fait, d'une manière positive. C'est absolument délirant, mais bon. Voilà. Donc, toutes les données sont utilisées pour calculer le score de risque. Et bien évidemment, le problème, c'est que c'est une forme de calcul qui finit par être très simpliste, avec des effets de seuil très problématiques. C'est-à-dire que pour 5 € près, 5 € de versement en plus ou en moins, ça y est, vous avez un indu. Donc, sur des sommes très très faibles, hein. On parle de gens qui, la plupart du temps, touchent un RSA, donc c'est 500-600 € par mois. Hein. À 5 € près, on va pouvoir venir leur faire un score d'indu. Et bien évidemment, des effets de seuil assez forts aussi sur, dès qu'il y a des situations familiales qui changent, ou des situations professionnelles qui changent. Hein. Ceux qui divorcent, se séparent, perdent leur conjoint, les parents isolés, les plus précaires, ça a tendance en fait à générer du risque supplémentaire. La grande question, c'est de se poser de l'efficacité de ce surcontrôle qui, donc vous l'avez bien compris, va surtout viser les plus précaires. On estime que les indus récupérés, c'est 829 millions d'euros par an, pour 98 milliards de prestations que verse la CAF. Ça fait 0,8%. En comparaison, on estime que 25% des personnes éligibles au RSA ne le touchent pas, ce qui représente 3 milliards d'euros. C'est-à-dire 25% des personnes qui pourraient toucher le RSA ne le réclament pas. Donc on voit qu'on a une forme de démultiplication de la surveillance des usagers pour une somme qui est assez réduite. Alors, oui, c'est quand même 829 millions, et qui est beaucoup moindre que toutes les aides que nous ne versons pas en fait à ces gens. Et vous avez sur un des petits graphiques ici, voilà, la fraude l'évaluation de la fraude fiscale détectée par rapport à la fraude fiscale estimée, hein, sur lesquelles on n'a pas les mêmes moyens de contrôle. La fraude aux cotisations sociales et la fraude aux prestations sociales. Donc c'est de celle-ci dont on parle, hein, c'est le fait de ne pas... Voilà. En fait, relativement, elle est assez faible en fait. Donc on a mis toute une ingénierie de systèmes techniques, d'agents, etc., autour de cette recherche d'indus et qu'on qualifie de fraude, très très forte, alors qu'en fait, elle est assez faible. Et en fait, effectivement, on parle de microsommes sur des
effectivement, enfin, sur des milliers ou des millions de foyers, mais assez souvent, les sommes sont très petites. Encore une fois, on ne parle pas d'une fraude organisée de gens qui font un casse à la CAF pour récupérer de l'argent. Ce n'est pas du tout de ça. Souvent, on est sur des micro-sommes avec des gens qui sont très en difficulté. Il y a une association en fait, qui a beaucoup œuvré pour montrer ces problèmes, c'est l'association Changer de Cap. Donc c'est une association d'aide aux personnes en difficulté et qui, pendant le Covid, a demandé à ses... vous n'avez plus grand-chose à faire, donc il a demandé aux gens qui la composaient, c'est quoi les problèmes que vous rencontrez le plus actuellement? Et ce qui est remonté, ils ont eu plus de 200 témoignages, c'est des gens qui ont dit, mais moi, on m'a coupé mon RSA, en fait. C'est ça qui leur remontait. On m'a coupé mon RSA. Soi-disant parce que j'ai trop perçu, etc. Et donc, ils se sont mis à collecter les cas, rapporter les choses, et ils se sont mis à enquêter, en fait. Et en enquêtant, ils ont découvert cette automatisation un peu invisible, dont on n'a pas tous entendu parler. Et ils sont remontés, ils se sont associés à d'autres associations. Ils demandent, bien évidemment, l'ouverture du système algorithmique de la CAF pour qu'on puisse le comprendre. Et ils ont même fait récemment avec d'autres associations comme la Quadrature du Net un recours auprès du Conseil constitutionnel pour que le score de risque des gens soit en fait publié. On devrait pouvoir savoir qu'est-ce qui le détermine, qu'est-ce qui ne le détermine pas. Et ce score devrait être public. Il y a quelque chose qui est calculé par devers nous. Normalement, selon la loi, il devrait nous être rendu. Et le problème, c'est qu'en fait, ces associations n'ont pas eu accès à la dernière version du code. Ils ont donc fait des demandes auprès du commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, pour pouvoir avoir accès. La CAF a refusé la communication de la dernière mouture du code. Elle leur a donné un vieux code de 2014 sur lequel ils ont pu enquêter. Le code était très caviardé, donc il y avait plein de... Mais leur enquête leur a permis, malgré tout, de comprendre certains fonctionnements et de montrer les problèmes dont je vous ai parlé, le fait que ça surcible certains publics sur d'autres. Non seulement le score est très sensible aux changements de ressources ou aux changements familiaux, mais il y a également une notification. Vous vous souvenez, au tout début, le no-reply dont je vous parlais, hein, eh bien, c'est une notification. Quand vous recevez assez souvent un courrier de la CAF, on ne vous dit rien. On dit votre droit est suspendu. Ou pire, le plus souvent, c'est que vous n'êtes pas la somme que vous attendiez n'est pas versée en fait. Et donc, il faut essayer d'appeler la CAF pour savoir. La plupart du temps, en fait, vous n'êtes pas averti, en fait. Et effectivement, les notifications, quand il y en a de la CAF, ne mentionnent ni les faits, ni les droits, ni les recours. Souvent, elles se font post-délai, parce vous pouvez avoir un délai de recours. Souvent, vous recevez la notification après. Souvent, il n'y a pas de notification. Et voilà. Donc, pour être plus en détail, c'est un score qui va de 0 à 1. Plus il est proche de 1, plus vous êtes contrôlable. Il y a 33 variables qui ont été à peu près identifiées. La moitié sont des caractéristiques démographiques et de ressources financières. Et l'autre moitié, c'est sur les interactions avec la CAF, par exemple, la connexion à son espace dont je vous parlais. Et toutes les variables qui capturent la précarité augmentent le score de risque. Hein. Avoir un revenu très élevé diminue le score. Avoir des enfants augmente le score, etc. Le problème, en fait, c'est que ces indus à la CAF, ils sont en train de s'envoler. C'est-à-dire, en fait, l'automatisation ne permet pas, ou on a presque l'impression du contraire, que l'automatisation du contrôle fait s'envoler les indus, plutôt qu'elle ne vient les chasser, en fait. La Cour des comptes, ça fait plusieurs années qu'elle ne valide pas les comptes de la CAF à cause de cette augmentation des indus, mais vous avez compris, en fait, que ces indus, ils sont presque automatiques. Vous ne pouvez pas avoir, encore une fois, la prédiction sur 100% des Français de leurs revenus du mois au 31 de chaque mois. C'est pas possible, en fait. Il y a trop de glissements, il y a trop de rattrapage, il y a trop de gens dont les revenus dépendent de plein d'autres facteurs et ne s'arrêtent pas à un temps T. Donc, je vous l'ai déjà dit, le scoring est plus compliqué sur ceux qui ont des revenus complexes, donc plusieurs employeurs, revenus non fixes, aides sociales complémentaires,
des parcours de vie instables, hein, ceux qui ont des parents qui viennent, qui s'en vont, des enfants, des compagnons, etc. C'est ce que je vous disais, l'interconnexion des données ne fait pas disparaître les erreurs, qui ne sont pas tant le fait des bénéficiaires, hein, encore une fois. Bien souvent, il y a beaucoup de questions, en fait, de délais de déclaration. Il n'y a pas de jour J des déclarations de paye. La temporalité des déclarations est vraiment très, très problématique, en fait. Alors, ce que nous promet la CAF en disant on va s'améliorer, on va faire mieux, ce que nous promet le monde du numérique assez souvent, c'est de nous dire on va utiliser de meilleures données, on va avoir des données plus en temps réel, on va avoir encore plus de données pour pouvoir améliorer les choses. Mais là, vous pouvez beau faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais les données de revenus salariaux de tous les gens à un jour T. Il y a plein de choses qui reviennent derrière, etc. Et donc, en fait, il y a une sorte de promesse de collecte, d'amélioration de la collecte des données pour pouvoir raffiner les calculs et les améliorer. Et vous comprenez par cet exemple, en fait, que c'est en fait un beau rêve, mais qui est très loin. Et vous pouvez le généraliser à plein d'autres choses que vous connaissez par ailleurs. Voilà pour cet aspect CAF. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Ah ben, alors... Je peux vous faire la même chose, mais je ne le ferai pas. Mais vous avez compris le principe, en fait. Les problèmes sont les mêmes partout ailleurs dès qu'on regarde les systèmes du sociaux. J'aurais pu vous parler de la débancarisation, donc il y a un phénomène massif qui touche énormément de gens. Hein. Au Royaume-Uni, 170 000 personnes ont vu leur compte en banque fermé en 2021-2022. C'est en lien avec les lois récentes sur la lutte anti-blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme. Donc les banques se mettent à surveiller les comptes bancaires des gens, les mouvements sur ces comptes, etc. Et en fait, il y a seulement 1083 personnes qui ont été condamnées pour ce délit. En fait, les banques sont encouragées à surveiller nos comptes bancaires et dès qu'elles détectent des problèmes, elles sont encouragées à fermer le compte. Et c'est très brutal, hein. C'est pas qu'au Royaume-Uni, c'est dans toute l'Europe, même en France. Il y a des gens qui reçoivent une notification disant bah, « votre compte va être fermé dans 2 mois ». Et il n'y a pas de modalité de recours. Il faut rappeler le truc du début. Pas de modalité de recours simple, etc. La banque décide un peu toute seule de son côté. Donc, même chose sur les problèmes bancaires, les mêmes types de problèmes, les mêmes types de scoring sont faits sur les comptes avec les mêmes défaillances systémiques. J'aurais pu vous parler également de la sélection automatisée des CV. Moi, comme je dis souvent, en fait, l'intelligence artificielle, elle ne va pas nécessairement prendre notre place, elle risque surtout de vous empêcher d'être embauché à l'avenir, en fait. Parce que là aussi, dans ce domaine, et là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas qu'un domaine public, c'est largement un espace donc, quand vous candidatez, que vous envoyez un CV à la plupart des grandes entreprises via les plateformes que nous connaissons tous, en fait, votre CV et votre lettre de motivation ne sont plus lus par des humains. La plupart du temps, ce sont des machines qui vont les lire. Et le problème, là aussi, témoignent les journalistes et les chercheurs qui ont enquêté sur ces phénomènes, c'est du grand n'importe quoi. On est encore plus dans du grand n'importe quoi que ce qu'on a vu avant, avec des systèmes qui vont donner des scores à des mots, des évaluations émotionnelles à certains mots plutôt qu'à d'autres, qui vont faire des rapprochements très, très simplistes, là encore. Par exemple, si vous candidatez à un poste de directeur et que vous n'avez jamais été directeur, c'est-à-dire que dans votre CV, il n'y a pas le mot directeur, ça devient de plus en plus difficile de le devenir, même si vous avez toutes les compétences pour. Même système, encore une fois, on donne des scores à des mots et les systèmes sont très peu regardés, très peu audités. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui les fournissent à d'autres entreprises qui les achètent et qui les utilisent massivement. Finalement, si ça déraille, c'est pas très très grave. Avec des risques très très forts, par exemple, sur les questions de discrimination qui sont invisibilisées par ces calculs d'une manière très très forte. Il y a une chose qui est très très facile dans tous les logiciels, mais même à France Travail, hein, quand vous êtes recruteur, c'est de supprimer des profils qui viennent d'une localisation particulière ou de l'arc méditerranéen qui peuvent venir d'en dehors de la France. C'est très très facile. La plupart, moi on m'a souvent confié que c'était vraiment la fonction la plus utilisée par les recruteurs. Tout ça dans une
grande opacité entretenue. Vous avez la même chose sur les discriminations que ça génère liées à l'âge. Hein, les plus de 40 ans ont un taux de sélection 30% plus faible que les moins de 40 ans, et c'est encore plus fort pour les femmes. Voilà. Encore une fois, on est ici dans des systèmes où des entreprises vendent à d'autres entreprises des systèmes de traitement automatisés, mais sans documenter les fonctionnements, sans qu'ils soient étudiés par des chercheurs pour prouver ce qu'ils disent, etc. J'aurais pu vous la faire aussi la même sur les systèmes de scoring de France Travail. Pour l'instant, on en connaît très peu, et on sait très peu de choses sur ces systèmes, hein, mais comme celui de la CAF, ce sont des systèmes très complexes, il y a peu d'enquêtes dessus, et il y a peu d'informations qui circulent, et même ces entreprises et ces services publics donnent peu d'informations sur la manière dont elles modulent les calculs. Ces exemples, et je pourrais les démultiplier en fait à l'envi. Hein. Ce que je vous invite à en retenir, c'est la grande opacité à laquelle on est confronté. Vraiment, on ne sait pas comment ça fonctionne, et c'est problématique en fait, pour chacun d'entre nous. L'autre aspect vraiment important, c'est l'absence de garantie et de voie de recours. C'est le fameux no reply, toujours. Hein. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Quand il y a une détection ou une alerte qui est faite par ces systèmes, en fait, ça devrait élargir les droits de l'utilisateur pour justement corriger, regarder si le calcul qui est fait est juste ou injuste, en fait, quoi. Or, c'est l'inverse. Dès que, c'est Change de Cap qui a montré ça, dès que vous êtes suspecté de fraude à la CAF, votre statut diminue. Vous ne pouvez plus contacter ou plus difficilement contacter la CAF. Et les agents en face de vous vous disent « Ah mais non, mais vous êtes suspecté de fraude, donc je ne peux pas vous répondre. » Voilà, et c'est la réalité des services auxquels nous sommes confrontés. Or, c'est l'inverse que nous devrions faire. C'est ouvrir les garanties et les voies de recours. Vous avez vite compris également que la suspicion automatisée devient très vite une suspicion de fait. C'est le cas, par exemple, dans les algorithmes bancaires. Du moment qu'il y a une alerte qui est générée, vous avez la notification 2 mois plus tard de retrait. Ce que je vous ai montré aussi, c'est que tous ces systèmes défaillent, mais vraiment assez massivement, et notamment toujours sur les mêmes types de publics. Il y a une chercheuse qui parle de Lumpenskoretariat, c'est le prolétariat du score. Donc les gens qui sont mal notés sont souvent les mêmes et se retrouvent d'un système à l'autre. Hein. Les plus démunis, les plus en difficulté, de la banque à la CAF, c'est toujours les mêmes. Et bien souvent, en fait, le risque n'est pas à ajuster aux réalités. C'est l'exemple de la débancarisation, où on débancarise massivement 170 000 personnes par an, quand en fait la justice ne condamne pour des questions de blanchiment d'argent que 1000 personnes par an. La question de la perception du risque par ces systèmes techniques est aujourd'hui très défaillante. En fait, assez souvent, pour ces structures, les erreurs ne sont pas un problème. Le surdiagnostic n'a pas nécessairement d'incidence, il peut même être encouragé. Les banques débancarisent beaucoup d'usagers parce qu'elles ont des objectifs en fait, de lutte contre le blanchiment d'argent qui s'imposent de plus en plus à elles. Et donc, elles ont tendance en fait, c'est pas grave s'il y en a qui passent dans le filet. Le public n'a pas de recours, c'est ce que je vous disais. Souvent, il n'y a pas de canal de médiation et de discussion avec les gens qui sont en difficulté. Le seul qui fait un peu exception, c'est peut-être aujourd'hui Parcoursup, qui, depuis le début, en fait, les élèves ont une difficulté, ils peuvent contacter la plateforme. Il y a des gens qui réagissent très très vite. Si un jour vous avez un problème sur Parcoursup ou vos enfants ont des problèmes sur Parcoursup, contactez la plateforme. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ils sont super actifs, c'est incroyable. C'est le seul endroit de l'éducation nationale qui est comme ça. Vraiment, c'est assez magique, pourvu que ça dure. Et je ne sais pas s'il me reste encore juste 2 minutes, je ne vais pas pouvoir toutes les faire, mais juste pour vous dire que ces constats sont plombants la plupart du temps, c'est ce qu'on me dit à chaque fois que je les fais. Mais on peut faire autrement. Et il y a plein d'endroits où on fait autrement, en fait. Moi, dans les pistes que je recommande, vraiment, c'est d'associer les gens qui sont calculés
au système de calcul. C'est la piste que suggère également le défenseur des droits dans ses rapports. Nous avons besoin que les gens qui sont pris dans les fourches codines et dans les difficultés de ces calculs puissent faire remonter leurs difficultés auprès de ceux qui mettent en place ces calculs. En fait, c'est le seul moyen de les améliorer. Donc, c'est une sorte de plaidoirie pour une forme de démocratie des calculs, de prendre en compte les gens et de leurs difficultés. Dans la médecine, ça ne se passe pas comme ça, par exemple. Donc, vous avez dans le livre The Voices in the Code d'un auteur américain, David J. Robinson, explique comment s'est développé le système de la dialyse et de la greffe de rein aux États-Unis et montre, par exemple, que la médecine a toujours refusé d'être le seul détenteur de la vérité pour savoir s'il fallait dialyser quelqu'un plutôt qu'un autre. Et depuis l'origine, en fait, elle discute avec les patients pour améliorer ces calculs en continu. Dans Parcoursup, les élèves et les lycéens n'ont pu décider d'une seule chose, c'est le nom de la plateforme. Il y a eu un sondage en 2018, et c'est la seule chose qu'ils ont pu discuter dans la plateforme. Il faut aussi comprendre qu'on peut calculer autrement, tout le temps. C'est le but du calcul. On peut faire les choses autrement et de tas de façons différentes. Le problème, c'est que de plus en plus, ils s'imposent via des systèmes techniques à nous, selon une modalité seule et unique, qui est généralisée, standardisée et qui s'applique à tous. Aux États-Unis, il y a un collectif de jeunes qui sont confrontés en fait aux mêmes difficultés que nous face à ces plateformes de sélection des lycéens pour le supérieur et qui disent ça ne devrait pas se passer comme ça en fait. Les formations du supérieur devraient prendre des candidats selon le pourcentage de ceux qui candidatent. Si vous avez 10% de candidats dans une formation qui ont entre 10 et 12, la formation devrait prendre 10% de candidats qui ont entre 10 et 12. Waouh! Oui, on peut faire autrement. Ça serait pas mal, ça, pour ces fameuses écoles qui sont si bonnes chez nous parce qu'elles sélectionnent le meilleur de la crème. Est-ce qu'elles seraient aussi bonnes si elles devaient s'adresser à des tas de publics différents? Ça serait drôle, non? Voilà. Vous le retrouverez dans le bouquin ou dans les algorithmes. Il y a toujours des modalités de calcul différentes. Le problème, en fait, c'est que la standardisation technique nous enferme dans des modalités uniques. Et que pour résister, parce que c'était bien le cadre que pour résister, assez souvent, on est renvoyé seul à notre utilisation. Pensez aux lycéens qui, quand les résultats de Parcoursup commencent à tomber, souvent, l'école est finie, il est tout seul devant son ordi, et il va attendre patiemment tout l'été ou quelques semaines, voire un mois, qu'une école veuille bien accepter. Là, il est tout seul face au problème, en fait, la plupart du temps. Les profs ne sont plus là, l'école n'est plus là, il a des nouvelles de ses copains qui vont lui dire « Ah ben moi, j'ai été pris, ça y est, c'est bon ». Et lui, il va continuer à attendre. Et ça, c'est aussi une vraie difficulté. Tous ces systèmes nous renvoient à nos individualités, et ce sont des choses qu'il faut arriver à dépasser ensemble. Je m'arrêterai là. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle intervention. Alors, on a un tout petit peu de temps pour prendre quelques questions. Mais sinon, je voulais vous dire, donc à un moment donné, je vais jouer ce rôle rabat-joie de dire qu'on ne peut plus prendre de questions, mais je vous invite, on peut échanger aussi en sortant de la salle, si Hubert veut bien. Oui. Et donc, on a aussi un stand de la fabrique où vous pourrez retrouver ce très beau livre. Merci, monsieur, c'était extrêmement clair. Une question, en fait... C'est un avis que vous pouvez contrer et je ne demanderai qu'à changer d'avis. Pour moi, l'intelligence artificielle n'est qu'un accélérateur du scoring. Je fais partie d'une génération où en marketing, on faisait du scoring. J'ai travaillé chez un agenceur en mobilier de bureau où les banques nous demandaient de faire des espaces de réception dans les agences bancaires en fonction du score. C'est-à-dire vous aviez de la moquette et vous étiez reçu dans un bureau individuel, vous étiez très bien noté par la banque, vous étiez un client bien noté. Vous étiez reçu au comptoir, vous n'étiez pas très bien noté et vous quittiez la banque, ça faisait pleurer personne. Donc en fait, ces notions de score, elles ont toujours été très très liées, pas sur l'aspect CAF,
pas sur l'aspect sociologique Parcoursup, mais sur l'aspect entreprise et relations services, elles ont toujours existé. Et alors, très curieusement, ce scoring aujourd'hui, on constate que ça peut aussi devenir un avantage marketing. Il y a une banque, je crois, qui aujourd'hui dit « Nous, on vous parle ». Il n'y a pas du no reply, on vous reçoit et on vous parle et vous avez un conseiller. Donc il peut y avoir un contre-pied et ça peut évoluer aussi dans le bon sens par rapport à ça. C'est-à-dire que là où le scoring va épauler, si on est bon en marketing, on va développer le côté relation client. Mais ça, c'est dans le monde capitaliste et moins dans le monde démocratique. J'ai fait un article sur cette question-là. Il s'appelle « Sludge de la dégradation volontaire du service client » par le numérique et par l'intelligence artificielle. Si vous cherchez Sludge sur Internet, vous devriez arriver à le trouver, ou dans les algorithmes.net. En fait, ce qu'on constate effectivement, c'est qu'il y a cette possibilité de se démarquer en fait, face à ces systèmes techniques. Ces dernières années, en fait, c'est plutôt l'inverse. On constate en fait plutôt une forte dégradation de la relation client, parce qu'en fait, elle devient elle aussi scorée. En fait, elle coûte de l'argent. On évalue son efficacité, et pour améliorer son efficacité et son coût, on a tendance à la diminuer. Donc, bien évidemment, il y a des positionnements marketing qui sont possibles. Malgré tout, encore une fois, la généralisation des pratiques et des systèmes ont tendance plutôt à nous faire glisser dans l'autre sens, et ça risque de ne pas s'améliorer avec l'intelligence artificielle. Mais je comprends tout à fait l'enjeu du positionnement un petit peu différent. Oui, les chiffres gagnent les lettres, comme on peut observer ça maintenant. Les chiffres gagnent les lettres. Paul Valéry, un des derniers livres de Paul Valéry, c'est la machine commande. La machine commande, on peut le voir et vous le démontrez très bien. Et comment ? Maintenant, je pense aux vaches dans les étables qui ont perdu leur nom. On les appelait Blanquette, Roussette ou je ne sais quoi. Maintenant, est-ce que c'est invraisemblable de penser que nos noms vont disparaître et qu'on nous mettra des chiffres, ce qui est quand même plus facile, hein. Moi aussi, même. Je laisse la réflexion pour tout le monde, mais... Moi, il y a plusieurs fois dans votre discours où je me suis dit, un peu comme la dame, en fait, le scoring, ça existait déjà avant. C'est qu'est-ce qui merde avec les algorithmes ? Et moi, je travaille dans l'informatique. J'ai un avis assez réfléchi, je pense, là-dessus. Mais ce que je remarque un peu dans tous les cas que vous avez cités, il y en a plein d'autres, c'est que la logique derrière, c'est que ça coûte moins cher. Oui. Et ça fait longtemps que je me dis que, en fait, un bon algorithme qui intègre, par exemple, des détections, et ces détections sont juste validées par un humain ou pas, en fait, ça marcherait très bien. Le fait parce que ça coûte moins cher et c'est plus simple, de faire des algorithmes supervisés par rapport à des non supervisés qui, par exemple, iraient peut-être chercher la fraude chez les gens riches dans les beaux quartiers, ça, on le fait pas parce que ça coûterait plus cher. Et du coup, j'ai le sentiment, et pour l'instant, j'ai pas été contredit, que le gros problème, c'est qu'on met un algorithme pour que ça coûte moins cher, pour réduire les effectifs. Je travaille dans l'administration en plus, je le vois très bien, où on met l'algorithme avant de gérer les effectifs. C'est-à-dire, voire pire, on diminue les effectifs parce que ça va être remplacé par les machines, sans preuve de quoi que ce soit, quoi. Donc pour vous, est-ce que c'est le vrai problème ? Ou est-ce qu'il y en a d'autres ? La logique austéritaire et politique qui va avec, elle est effectivement assez forte. On l'a bien senti. La difficulté ou la perspective, c'est que pour moi, en fait, ce qu'on mesure mal, c'est le dysfonctionnement que ça génère, en fait. Et le fait que ça fonctionne pas si bien que ça. Encore une fois, le truc où ça fonctionne bien pour un certain type de public,
Effectivement. Mais quelle est la part du public pour lequel ça ne fonctionne pas, en fait? Qu'on remplace pour la plupart d'entre nous qui avons un revenu mensuel, fixe, etc., par un système automatisé, aucun souci, en fait. D'accord? Tous ces cas-là, on va les traiter bien mieux, bien plus vite, parce qu'il n'y a pas de complexité, en fait. Le problème, c'est quand ça s'applique aux tous les autres. Et que ça permette de générer des économies, à la rigueur, ok, très bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'aborder le reste, en fait. Et pour moi, c'est là la difficulté. Or, aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe, hein, même et surtout dans les services publics. On enlève des agents qui étaient au renseignement du public pour les remplacer par des auxiliaires un peu moins chers ou des agents d'autres niveaux catégoriels pour faire le tri entre ces publics, etc., avec un tri qui se fait de plus en plus difficilement, des modalités de contact qui sont plus difficiles. Moi, des formes d'automatisation ne me gênent pas nécessairement, en fait. Oui, il faut bien essayer de trouver des modalités d'économie. Le problème, c'est tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases, en fait. Et dans des tas de secteurs, ils sont nombreux, en fait. Ce qui veut dire que l'automatisation n'est peut-être pas une bonne réponse à toutes les questions et qu'elle doit laisser de la place pour autre chose que de la standardisation. Le risque, en fait, c'est d'une standardisation généralisée et qui ne fonctionne pas pour des tas de publics. Et donc, il faut laisser de l'espace, en fait. Le risque, c'est une standardisation, une uniformisation totale et dans laquelle plein de gens n'ont pas d'espace, en fait. J'espère que ça répond à la question. Dernière question. Oui, et en plus, elle sera très très courte. Je reviens juste sur le début de votre conférence, quand vous avez donné l'exemple du scan automatique de la voiture. Et pour moi, c'était une évidence qu'il y avait un gros problème, c'est que, et vous l'avez dit vous-même, ça avait démultiplié le nombre de recours. Et je me disais que c'était très contre-productif. Ça veut dire que comme il y a la moindre éraflure ou le moindre détail qui apparaît à l'image, ça va créer une amende. Et donc, ça va faire fuir les clients potentiels pour les loueurs. Fuir, alors, grand 1, vous devez payer avant de devoir faire un recours. C'est-à-dire que si vous voulez sortir, sinon vous ne pouvez pas, en fait, vous devez payer dans l'application. Donc les gens payent, vous êtes obligés. Hein, c'est bien le script qui est de base, c'est que vous êtes obligés. Après, vous pouvez essayer de faire un recours. Excusez-moi. Le niveau de réponse sera celui qui sera entendu. Et le deuxième point, oui, ok, les gens sont moins contents, mais si on généralise le système et si c'est partout comme ça, qu'est-ce qu'ils pourront dire? Et c'est ça la difficulté, c'est des formes de généralisation de ces formes d'automatisation. Alors il y en a un concurrent qui va se démarquer en disant « moi je continue à faire de l'humain plutôt que du scan ». Oui, ce qu'on constate encore une fois, c'est toujours le même article sur le sludge, c'est qu'en fait la relation client via les systèmes automatisés a tendance ces dernières années vraiment à se dégrader très fortement. Et d'une manière assez nette et forte. Si vous pensez par exemple à ce qui s'est passé aux États-Unis, je suis désolé de prendre un exemple américain, sur la question des remboursements de soins de santé par les assureurs, ces dernières années, ils ont fait un tri énorme pour essayer de ne pas rembourser en fait justement les gens, en rendant les recours de plus en plus difficiles, de moins en moins accessibles. Il y a même un assureur très connu, américain, qui a eu ce type de problème en montrant que, en fait, leur taux de refus de soins a explosé ces dernières années, leur profit aussi, en fait. Voilà. Oui, c'est ça, c'est le même. Oui, c'est United Health, dont le PDG a été assassiné. Merci beaucoup. Merci à vous.